Aujourd'hui, je veux vous montrer l'apport de la stimulation cérébrale dans la compréhension de mécanismes de traitement phonologique, comme Frédéric Zell nous disait. Et ce sont des études que j'ai menées à l'Université de Birmingham, comme il disait tout à l'heure. Bon, un aperçu de la présentation, ça sera pour vous expliquer les traitements phonologiques révélés par la stimulation cérébrale avec la TDCS. Je vais vous montrer l'objet de ces études. Qu'est-ce que c'est la logique de l'usage de cet outil, que c'est la stimulation cérébrale avec la TDCS en cognition, parce qu'il a un comportement un peu spécial, particulier en cognition. Et alors, on s'est basé sur ces fonctionnements particuliers pour étudier la question d'intérêt, que c'est les traitements phonologiques, et la participation motrice dans ce traitement phonologique, qu'elle est modulée par la nature de la tâche, soit perception, soit production. Alors, c'est utile de la stimulation cérébrale avec la TDCS nous permettrait d'investiguer cette question. Je vais vous montrer les expériences, une conclusion, et à la fin, si j'ai le temps, je peux vous montrer brièvement les projets à faire ici à Moduco. Bon, comme objet, à la base de notre question, c'était la participation motrice en perception de la parole, que c'était le principal argument de la théorie motrice. Elle a souffert la théorie motrice des révisions, des critiques, mais cet argument, il a résisté tout au long du temps. Et donc, c'est la base qu'il y a toujours une participation motrice dans la perception de la parole. Et alors, ensuite, il y a cette question que la perception et la production, ils partageraient un système, partageraient le même système, et ça, cette idée est bien accueillie dans les études de cognition. Donc, cette idée de la théorie motrice, elle est bien accueillie dans les études de cognition avec cette idée d'un partage des systèmes. Mais ensuite, finalement, la participation motrice, elle s'est modulée et moins en perception, plus faible en perception qu'en production. Et là, je m'attachais à un réseau du langage. Je ne peux pas dire ici la production en termes de facteurs, des régions du cerveau qui vont faire les lèvres, avoir un mouvement ou de la langue, mais dans la partie du réseau du langage avant de passer aux effecteurs. Et donc, si on se concentre dans ces réseaux du langage, là, on doit percevoir que la région qui est responsable de l'organisation de ce qui est la partie motrice, elle est moins impliquée quand il s'agit d'une tâche de perception qui est quand il s'agit d'une tâche de production. Et là, normalement, ce qu'on voit dans la littérature, c'est des études menées séparément. Et alors, on a l'impression, quand on observe les résultats, en perception, que l'activation, quand on a des données de neuroimagerie, l'activation, elle est plus faible, toujours plus faible dans la région qui est concernée avec la participation motrice en perception qu'en production. Et ici, on voulait mettre des expériences avec la perception et la production aussi pour les observer dans une même suite d'expériences. Et donc, j'ai étudié le traitement phonologique. Je m'intéressais à la voix dorsale, qui c'était notre réseau. On a travaillé avec ces réseaux de traitement phonologique. Et là, la voix dorsale, nous avons dans un bout qui c'est le bout responsable pour la partie soi-disant plus auditive, l'information plus auditive de ce traitement phonologique. Dans l'autre bout, une région qui est concernée avec la partie soi-disant plutôt motrice de ces traitements phonologiques. Et à l'aide de la TDCS, que c'est la stimulation cérébrale,
pour essayer de vérifier si c'est possible de voir cette participation modulée. Si on veut voir dans ces réseaux-là une modulation par rapport à la nature de la tâche. Et on a utilisé aussi la neuroimagerie comme une manière de l'observer. On l'a observé dans les comportements, avec les données de comportement, et aussi avec des données en neuroimagerie. Là, nous avons étudié la connexion fonctionnelle, la connectivité fonctionnelle. Je vais vous expliquer. Bon, d'abord, je vais vous montrer un peu de quoi s'agit la logique de l'estimulation avec la TDCS et la logique en cognition. La TDCS elle est une stimulation à bas courant. On place des électrodes sur le cuir chevelu et c'est à bas courant, c'est sûr, c'est bien d'utiliser. Et alors, les prédictions sont qu'avec les stimulations anodales, cette stimulation anodale, elle est excitatrice. Alors, elle va moduler parce que les stimulations avec la TDCS, elles n'empêchent pas le fonctionnement du cerveau, n'arrêtent pas le fonctionnement de la région. Elle est modulatrice. Alors, elle facilite ou elle inhibe un peu, mais elle n'empêche pas. Donc, avec la stimulation anodale, elle est facilitatrice, elle est excitatrice, et donc c'est plus facile à voir les potentiels d'excitation, et des potentiels d'action, pardon, et donc elle facilite, et ce qu'on devrait voir, c'est une amélioration dans la performance. Et par d'autre part, quand on a les stimulations cathodales, là, elle est inhibitrice, et ce qu'on voit, c'est ça va impliquer dans une difficulté, c'est un peu plus difficile à avoir des potentiels d'action, et alors ça devrait rendre la performance pire. C'est cette performance qui est améliorée par l'anode et qui est un peu pire pour la cathode, ce sont des prévisions, des prédictions carrées qu'on observe pour les stimulations qu'on fait avec des tâches motrices, des tâches liées au mouvement du bras, par exemple, d'une jambe. C'est plus carré. Mais quand on observe, qu'est-ce qui se passe avec des tâches qui sont des cognitions? Les résultats ne sont pas si clairs et si simples que cela. On commence à observer, par exemple, qu'avec une stimulation cathodale, il y avait des résultats comme une facilitation. Et alors, d'abord, ça a été un peu étonnant, mais pourquoi une facilitation si les stimulations cathodales, elle était censée faire une inhibition et alors rendre la performance un peu pire. Et donc, ce qu'on a entendu, ils ont commencé à étudier pourquoi cette différence dans les domaines du moteur et les domaines de la cognition. Et alors, ce qu'on a entendu, c'est que la différence, c'est que dans la partie motrice, normalement, ce que nous avons, ce sont des régions limitées pour chaque fonction. Alors, quand on fait une stimulation, on fait une stimulation dans une aire qui est responsable pour une certaine fonction et bon, c'est la région qui concerne cette fonction. Mais par contre, dans des tâches qui sont des cognitions, elles fonctionnent en réseau. Et alors, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va perturber une partie du réseau et l'autre partie, elle peut réagir pour venir en aide, on va dire. Et alors, on a commencé à observer, alors c'est ça qui se passe. C'est pour ça que c'est commun d'avoir la facilitation avec cette stimulation inhibitrice, par exemple, parce qu'on perturbe une partie, mais les autres parties, elles réagissent. Et donc, dans cette logique-là, on a commencé à voir. C'est vraiment important l'engagement de la région qui est stimulée et cette question qu'il y a une participation des autres parties du réseau dans les fonctions cognitives. Là, je retourne à la voie dorsale, que c'est un exemple d'un réseau en cognition. Et je retourne à ce que je disais comme question
que la participation motrice, elle est différente entre perception et production. Alors, il y a une participation plus faible en perception et une participation plus forte en production. Alors, nous avons pensé, bon, OK, si la participation est plus faible en perception, si on perturbe le nœud qui est responsable de la participation motrice en perception, il y a plus de place pour les autres nœuds pour venir en aide, avec une bonne aide, parce que les autres nœuds, ils sont plus importants pour la fonction. Et par contre, si nous avons une tâche qui est vraiment dépendante de la partie motrice dans le traitement phonologique, c'était notre intérêt, là, ça serait le contraire. Parce que si on inhibe un nœud qui est vraiment important pour la tâche, c'est que les autres nœuds qui sont moins importants peuvent offrir un aide, c'est moins. Et alors, nous avons fait des hypothèses par rapport à cette logique de fonctionnement de la stimulation cérébrale en cognition. Nous avons utilisé des tâches pour soi-disant couvrir un continuum, mais tout au long de cette présentation, je veux parler de bout de ces continuums, c'est plus simple à expliquer, mais nous avons utilisé une tâche prototypiquement de perception, c'était la perception catégorielle. Nous avons utilisé une autre tâche dans l'autre bout du continuum qui c'était prototypiquement une tâche de production, qui c'était la dénomination de mots. Et nous avons utilisé une troisième tâche qui c'était la décision lexicale qui pour nous était quelque part là entre les deux, mais il avait un aspect plutôt de perception parce qu'il n'avait pas l'articulation comme c'est le cas de la dénomination de mots. Et donc, nous avions, je vais vous montrer dans l'autre diapositive, pour les expériences, donc, nous avions les trois tâches, c'était la perception catégorielle, la décision lexicale et la dénomination de mots. Nous avions deux régions d'intérêt qui c'était notre réseau, la voie dorsale d'intérêt. Il y avait deux régions pour les stimulations avec la TDCS d'intérêt, mais dans chaque expérience, nous avons justement stimulé une seule région pour voir les résultats de stimuler cette région par rapport à la relevance de la tâche pour la cible de stimulation. Donc, les deux régions d'intérêt, soit le gyrus frontal inférieur gauche, qui c'était le bout de la voie dorsale responsable là pour la partie motrice, et où ça serait le gyrus temporal supérieur gauche, qui c'était le but de la voie dorsale responsable pour la partie information plutôt auditive du traitement phonologique. Donc, nous avions deux expériences comportementales, une pour une cible, l'autre pour l'autre cible, et nous avons recueilli des informations de temps de réaction et de précision. Et d'autre part, nous avions deux autres expériences. Pour la partie de neuroimagerie, nous avons étudié la connectivité fonctionnelle. Donc, pour l'analyse, pour les stimulations, c'est comme je vous ai dit, c'était la voie dorsale dans l'hémisphère gauche. Mais pour l'analyse, nous avions un réseau d'analyse, pas de stimulation, qui était composé par la voie dorsale, avec ces deux cibles dans l'hémisphère gauche, mais aussi les homologues dans l'hémisphère droit, parce qu'on voit dans la littérature que c'est comment la compensation quand il y a un déficit, soit provisoire, soit à cause d'une lésion, une compensation qui est faite par les homologues, c'est comment. Et alors, pour cela, nous avons décidé de mettre ces deux autres nœuds pour étudier une réponse des réseaux
à chaque condition de stimulation que nous avons décidé dans les expériences. Donc, en termes de prédiction, les prédictions ont été faites dans cette logique. Quelle est la relevance de la cible de stimulation pour la tâche et la tâche dépendant de la nature de la tâche, c'était une tâche plutôt de perception ou une tâche plutôt de production. Alors, comme exemple, si ma cible était le gyrus frontal inférieur, qui était responsable de la partie motrice, pour la perception, c'est une cible faiblement engagée avec la tâche. Pour une cible faiblement engagée avec la tâche, la réponse de compensation pendant les stimulations cathodales, qui c'est inhibitrice, c'est censé être énorme parce que les autres nœuds, ils sont plus importants, ils ont la possibilité de réagir énormément. Alors, on s'attendait à voir une facilitation énorme. Par contre, avec les stimulations anodales, ces nœuds-là, ils étaient faiblement engagés avec la tâche et donc la facilitation induite par les stimulations anodales, elle devait être plutôt faible en comparaison avec la facilitation causée par la compensation des stimulations inhibitrices cathodales. Et je ne passerai pas par tout ce petit tableau ici parce que c'est trop, mais la logique, c'est ça la logique utilisée. Pour l'autre cible, ça s'inverse parce que nous avons une cible, le gyrus temporal supérieur qui est vraiment important pour la perception et là s'inverserait, le profil des réponses s'inverserait par rapport aux mêmes tâches parce que ce sont les mêmes tâches utilisées. Dans la connectivité fonctionnelle, et les genres de réponses, elles suivent la même logique, la logique d'une réponse vraiment importante du réseau en aide si on a une inhibition d'un nœud qui est faiblement engagé avec la tâche parce que les autres nœuds, ils sont plus importants, alors ils peuvent venir fort en aide. Et là, le contraire pour un nœud qui était fortement engagé avec la tâche et alors les autres nœuds, ils n'avaient pas la bonne possibilité de venir en aide d'une manière satisfaisante. Et pour la node, c'était la même logique de résultat comportemental qui, si c'était un nœud faiblement engagé, la facilitation, elle serait petite, faible, et si c'était vraiment engagé, la possibilité d'une facilitation énorme était plus grande. Pour mesurer cette réponse, on a observé le nombre de connexions fortes qui apparaissent induites par les stimulations. On a compté le nombre de connexions fortes qui ont apparu pour avoir une réponse de réseau. On n'a pas observé en particulier quelle connexion est dans chaque cas. On a justement compté le nombre de connexions fortes comme une réponse générale des réseaux pour voir la compensation, par exemple, c'était pour moi le plus intéressant d'observer qui, dans la littérature, c'était les résultats les plus étonnants au principe. Et là, nous avions trouvé une logique pour travailler avec. Là, ici, pour vous montrer les dessins expérimentaux d'une séance, soit pour les données comportementales, soit pour la neuroimagerie, nous avions les 3 tests de langage pour une ligne de base. Après, nous avions une tâche vraiment courte qui aussi impliquait les traitements phonologiques, mais il était au début de l'estimulation cérébrale, juste pour donner le temps de l'estimulation de commencer à avoir un effet et pour faire
d'une sorte que les régions impliquées avec les traitements phonologiques, elles étaient engagées au début de la stimulation cérébrale. C'était une précaution, donner un peu de temps pour que les courants commencent à avoir un effet sur le cerveau. Et après cette courte tâche, une répétition des mêmes tâches que nous avions utilisées pour la ligne de base dans le même ordre. Pour chaque participant, mais entre participants, ça changeait de l'ordre. Mais pour un seul participant, c'est dans le même ordre pour la ligne de base et pendant les stimulations. Bon, pour donner un petit peu de détails des expériences comportementales d'abord, elles étaient deux expériences, une expérience pour la cible gyrus frontal inférieur, une autre expérience pour la cible gyrus temporal supérieur. Dans chaque expérience, 60 locuteurs natifs de l'anglais, adultes, jeunes adultes, c'était un sujet. Alors, nous avions 20 participants dans chaque groupe de stimulation, conditions de stimulation. Alors, un groupe pour les stimulations anodales, un autre groupe de 20 participants pour les stimulations cathodales, un troisième groupe pour les stimulations non réelles. C'était une ligne de base pour comparer avec les stimulations réelles, qui soit anodales, soit cathodales. Et pour les stimuli, nous avons utilisé la perception catégorielle. C'était pour un continuum entre bas et da. Nous avons utilisé la décision lexicale et la dénomination de mots et le jugement des rimes comme une tâche vraiment courte entre les deux blocs de tâches d'intérêt. Les réponses, c'était le temps de réaction pour toutes les tâches et la précision quand possible, pas pour la dénomination. La dénomination de mots, c'était justement une lecture en haute voix. Il n'avait pas de la place pour des erreurs. Alors, nous avons juste mesuré la précision pour la décision lexicale et pour la perception catégorielle. Là, pour la perception catégorielle, en fait, ce que nous avons mesuré, c'était la pente de la courbe d'identification. Si cette pente, elle changerait, s'il y aurait plus de précision avec, par exemple, la facilitation induite par les stimulations anodales, c'est là que nous avons mesuré s'il changeait comme résultat de la stimulation. L'analyse, elle a été faite par tâche. Et dans chaque tâche, nous avons saisi une mesure qui correspondait à ce qu'on avait obtenu pendant les stimulations réelles, moins le bloc de ligne de base et moins les stimulations non réelles comme une autre ligne de base. Ça, nous avons obtenu pour comparer donc entre les stimulations anodales et cathodales. Liliane, excusez-moi, je vous interromps une seconde. Je crois qu'il y a des questions. Quelqu'un voulait vous poser une question dans le chat. Si vous voyez, il y a Madame Winner, enfin je sais. Bon, oui, c'est moi. Ah, c'est toi, pardon. C'est juste. Ben, je ne t'avais pas reconnu, c'est Maria. C'est juste pour savoir une chose, parce qu'au début, j'ai entendu parler de TMS. Ce n'est pas la TMS, ça? Non, ce n'est pas la TMS. C'est pas du tout ça. Et est-ce que tu peux le faire sans médecin? C'est-à-dire, c'est une technique quand même un peu invasive, non? Pardon, je n'ai pas compris. Oui, attends que je m'enlève ça, parce que déjà, c'est un peu complexe. C'est une technique invasive, c'est-à-dire, tu peux la faire normalement, ou il faut un médecin, il faut quand même des conditions particulières. Non, il y a quelques restrictions à observer si la personne elle a une histoire d'épilepsie, par exemple. Ouais, on ne va pas toucher cela. Il n'y a pas de résultats dans la littérature qui disent en utilisant TDCS, on a déclenché une crise, mais pour ne pas toucher à un cas d'épilepsie et les stimulations. Et dis-moi, tu n'as pas fait cette chose-là en IRM? Ce n'est pas possible, non? Je ne comprends pas comment tu as fait. Ah bon? Oui.
Oui, je l'ai fait simultanément. Nous avons mis, il y a la méthode, elle est un peu différente parce Oui, 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 on bien les sûr. met dans l'eau salée pour les comportementales et pour le faire dans les scanners, on les met avec un produit qui s'est utilisé pour les EEG dans les scanners, qui ce n'est pas pour être sèche au bout du moment. Alors, c'est un peu adapté. C'est adapté, ouais. mais oui, c'est Et faisable. toute la partie protocole expérimental, ça dure combien à peu près? Toute cette, parce que c'est hard quand même. Oui, c'était 1h30, il me semble, pour la partie scanner, parce que c'était environ 10 minutes chaque tâche. Ben oui. Ouais. Pour la partie comportementale, c'était plus vite. On l'a fait, je crois que c'était environ 5 minutes chaque tâche. Ouais, mais dans le scanner, nous avions besoin d'avoir un temps plus grand entre les stimuli et tout cela pour le faire marcher dans un protocole de neuroimagerie. C'est pour ça que c'était plus long. Ok, merci. Moi, j'ai juste une petite question, j'en profite du coup. Peut-être, et je pense que ça peut être intéressant peut-être pour l'ensemble des auditeurs. Vous avez évoqué la tâche de perception catégorielle. Je ne sais pas si elle est familière pour tout le monde, la tâche de perception catégorielle. Et puis, décision lexicale, bon, je pense qu'on voit à peu près ce que c'est, mais la tâche de perception catégorielle, est-ce que vous pourriez y revenir? Et aussi par rapport à votre, j'ai pas bien compris votre prédiction là, de pente de l'identification. Est-ce que vous pourriez reprendre un peu la prédiction? Parce que c'est pas très clair pour moi là, par rapport à votre problématique. Ah, d'accord, parce que au lieu de juger si c'est correct ou incorrect, si c'est un bas ou un da dans le continuum, nous avons décidé d'utiliser une autre méthode que nous avons trouvée dans la littérature, une façon de mesurer la certitude avec laquelle la personne elle répond si c'est bien une catégorie ou une autre. Quand on voit la performance, quand elle est bonne, généralement la la courbe, elle va vers le vertical et quand la réponse est moins bonne, elle va vers l'horizontale. Et alors, c'est pour mesurer cette pente qui me dirait, elle va vers la verticale, alors la certitude pour répondre, elle est plus précise après une facilitation, par exemple, avec les stimulations cérébrales qui donnent une facilitation, alors les réponses, elles seront plus précises ou elles seront moins précise s'il y a une inhibition et la performance, elle devient pire. Et pour ce qui concerne la perception catégorielle, il y avait un continuum entre deux syllabes prototypiques, à proprement parler un bas, à proprement parler un da, et il avait des étapes des sons qui ont été manipulés entre un bas et un da, qu'ils ont été modifiés d'une sorte au milieu à être un peu confondu, excellent et zamba, excellent et da, et on fait cette perception catégorielle dans une même catégorie, même si ce n'est pas le même son, on va dire qu'il s'agit plutôt d'un bas, dans l'autre moitié de ces schémas entre le deux bouts de ces continuums, on va dire c'est plutôt un da, et où nous avons une frontière, c'est là une partie un peu plus dure, mais normalement, ce qui se passe, c'est un changement abrupt qu'on a d'une catégorie à une autre, et alors on voit que ce n'est pas juste une question auditive, parce que la différence entre deux sons voisins, elle est la même. Et nous n'avons pas du mal dans certains voisins pour dire non, c'est un bas, et de l'autre côté, non, c'est un da. Mais quand on croise la frontière phonémique, même si la distance entre deux voisins, elle est la même, on va dire plutôt non, là, ça a changé, ça. C'est un da ou c'est un bas. C'est une perception avec une catégorie linguistique, phonémique. Ce n'est pas une question auditive, parce que sinon, on serait capable de reconnaître n'importe quel voisin, ils sont différents. Mais on va noter qu'il s'agit d'une différence biaisée linguistiquement pour dire non, ça a changé. D'accord, merci. Ouais.
Est-ce que vous avez mesuré uniquement la performance ou est-ce que vous avez regardé également les temps de réaction? C'est la première question. Et la deuxième, est-ce que votre groupe contrôle avait exactement les mêmes conditions? C'est-à-dire, est-ce que les personnes faisant partie du groupe contrôle savaient qu'elle était stimulée, enfin du moins ne pouvaient pas différencier entre les deux situations, stimulation active ou non active? Et ma troisième question, est-ce que vous avez eu des résultats statistiquement fiables entre les deux conditions de stimulation, anodale et cathodale? Voilà, c'est tout. Oui, la première Pardon, la première, c'était, alors, je ne sais même plus quelle question j'ai posée en premier. Enfin, donc, bon, commençons par le contrôle. Est-ce que les contrôles savaient qu'ils étaient contrôles ou est-ce que les conditions étaient les mêmes pour qu'ils ne sachent pas qu'ils sont uniquement contrôle? Ils ne le savaient pas. S'ils avaient envie de se voir après les 3 séances, si c'était le cas de passer pour 3 conditions différentes, c'était un autre sujet dans les expériences de neuroimagerie, mais pour l'expérience comportementale, ce n'était pas le cas, c'était une seule condition. Après, je pouvais fournir l'information, mais pas avant. Et il avait une façon de le masquer parce qu'on monte un petit peu le courant, même pour les stimulations non réelles, mais on le monte quelques secondes. Et après, on le coupe. Et les gens, ils ont la sensation que ça commence, mais après, ça se stabilise. Et donc, ce n'est pas tout à fait possible de se voir, ah, ça s'agissait d'une réelle, ce ne s'agissait pas d'une réelle, parce qu'au début, c'est la même sensation. Tout à fait, c'est couramment utilisé, effectivement. Deuxième question, est-ce que c'était une tâche per stimulation dans ces 3 cas de figure? Non. Non, d'accord. Nous avons décidé que c'était mieux d'utiliser une tâche pendant les stimulations parce que ça, c'est une question, un aspect que c'est très important pour les stimulations, dans la cognition aussi, qui c'est d'avoir la région engagée pendant les stimulations. Ça fait une différence d'avoir la région stimulée pendant les stimulations qu'avant. Nous avons quelques différences de résultats quand c'est online, stimulation online en ligne ou stimulation après ou avant. Alors, nous avons décidé de cela et on dit c'est une cible fonctionnelle qu'on dit quand on utilise des simulations du cerveau comme ça parce qu'on n'a pas une précision énorme avec les électrodes qui sont énormes. Donc, pour s'assurer qu'on stimule bien le neurone qui sont les responsables pour la tâche, pour la fonction qui nous intéresse, il faut avoir une cible fonctionnelle. Et on fait cette cible fonctionnelle en le faisant travailler pendant la tâche. Et alors, les neurones qui sont les responsables, qui sont engagés avec la tâche, ils vont répondre à la stimulation. Les autres, non. Vous avez utilisé vous avez regardé les temps de réaction aussi ou uniquement la performance? Oui. Les temps de réaction comme une mesure de performance parce qu'il pourrait être un peu plus long et ça comme une indication que la performance était pire dans ce sens. D'accord. Alors, merci. est-ce que j'ai tout? Est-ce que c'était tout? La troisième question, c'est ça? Je crois que c'était tout, enfin, sur les temps de réaction, sur voilà, le groupe contrôle. Ouais. Après, j'en aurai d'autres, mais bon, au pire, éventuellement par mail. D'accord. Si vous avez d'autres questions, juste à m'interrompre et j'explique. Je vais vous montrer maintenant la partie de neuroimagerie. Je crois que j'ai tout parlé pour la partie comportementale. Donc, la partie de neuroimagerie, encore une fois, 2 expériences, le même cible, à chaque fois une cible différente. Dans ce cas, c'était entre sujets et alors 20 sujets locuteurs natifs de l'anglais qui étaient de jeunes adultes. Ils passaient les 3 conditions. La réelle avec les stimulations anodales,
réelle avec les stimulations cathodiales et les stimulations non réelles, les mêmes tâches, la même tâche intermédiaire, et nous avons mesuré la connectivité fonctionnelle. Entre paires de nodes, nous avons fait des corrélations partielles, des multicorrélations partielles pour voir s'il y avait de connexions qui devenaient significatives en raison de la stimulation cérébrale. Alors, nous avons observé cela. Nous avons observé cela par tâche et par condition de stimulation dans chaque tâche. Stimulation soit anodale ou cathodale, la non réelle, c'était juste une ligne de base et alors elle était subtraite de la stimulation réelle. Et oui, le réseau d'analyse, c'était la voie dorsale d'intérêt et le nœud homologue dans l'hémisphère droit. Et là, comme résultat, je parlerai des principaux, des tâches principales parce que c'est trop de détails ici. Et pour les expériences comportementales, nous avons observé qu'il y a une facilitation. On commence par la tâche de perception. La tâche de perception est la cible qui était le gyrus frontal inférieur. Ce gyrus frontal inférieur, pour une tâche de perception, il était faiblement impliqué avec la tâche. Bon, alors, la facilitation avec les stimulations anodales, elle existe, mais elle est plutôt faible. La facilitation qui vient avec la compensation, elle est énorme, elle est plus importante que la facilitation avec les stimulations anodales. Mais la comparaison entre les deux n'était pas significative, mais cette tendance qui est la facilitation avec en raison de la compensation, qui c'était plus importante qu'une facilitation d'un nœud qui était faiblement impliqué avec la tâche. De l'autre côté, pour la dénomination des mots, il y a eu une facilitation avec les stimulations anodales que c'était attendu. Ce nœud, il était tellement impliqué avec la tâche, mais pour la compensation, on s'attendait à une compensation faible parce que c'était un nœud vachement impliqué avec la tâche et alors ce que les autres nœuds pourraient apporter serait très peu. Mais pour notre surprise, non, la facilitation entre les stimulations anodales et la cathodale était semblable. Et donc, on s'est posé la question, est-ce que peut-être il y a un autre nœud qui est aussi important que celui-là que nous avons ciblé et qui a aidé dans cette compensation? Bon, pour la partie de connectivité fonctionnelle, la tendance, elle est la même que celle que nous avons trouvée pour les comportementales. Et là, pour la perception catégorielle et la cible qui est le gyrus frontal inférieur, faiblement engagé avec la tâche, donc la réponse pour les stimulations anodales, faible. Et la réponse pour la compensation, beaucoup plus forte. Et donc, ça suit ce que nous avons trouvé dans le comportemental. Et de l'autre côté, pour la dénomination de mots, la même tendance, la réponse entre anodale et cathodale était similaire. Là, pour la cible, le gyrus temporal supérieur, nous avons trouvé, là on commence avec la tâche perceptuelle. Là, cette cible-là, elle était importante, tellement engagée avec la tâche et donc les stimulations anodales, elles devaient donner une facilitation énorme, ça a été vérifié, et une compensation faible parce que les autres nœuds, ils étaient moins importants, ils avaient moins à apporter en aide. Et réellement, la facilitation avec les stimulations anodales est plus forte que celle apportée par les stimulations cathodales. Même si elles ne sont pas significantes, c'est une tendance qu'on vérifie. De l'autre côté, avec la tâche de dénomination de mots, on s'attendait au contraire parce que la cible pour cette tâche, elle était faiblement impliquée, donc la facilitation avec les stimulations anodales présente mais faible,
et la réponse de compensation elle devait être énorme parce que les autres nœuds, ils étaient plus importants, ils pourraient apporter de l'aide importante. Et oui, en effet, la facilitation apportée par la compensation, elle a été énorme et elle a été plus grande que celle apportée par les stimulations anodales, significativement cette fois-là. Pour les résultats de la connectivité fonctionnelle, la tendance, elle est plutôt la même que ce que nous avons trouvé au comportement, avec une réponse à la stimulation anodale pour la perception catégorielle forte, parce que c'est un nœud important pour la perception catégorielle, et la réponse de compensation faible, nulle. On ne voit pas aucune connexion qui soit forte en raison de l'estimulation cathodale parce que le réseau il a échoué à apporter de l'aide, au moins pour dans ces données-là. On n'a pas de résultats significatifs, le réseau a échoué en fait. Et dans le cas de la dénomination de mots, ça c'est le contraire. C'est une cible qui est moins importante pour la tâche et donc la réponse de compensation pour les stimulations inhibitrices, elle est plus forte qu'une réponse qui pourrait apporter les stimulations anodales puisque la cible est faiblement impliquée avec la tâche. Je peux poser une question? Oui. Alors, dans toutes ces tâches, il y a une composante sémantique qui est assez forte. Et comme on sait très bien, la sémantique est distribuée de façon bilatérale. Donc, vous ne pouvez pas exclure que ce que vous appelez la compensation est tout simplement la participation de l'hémisphère homologue telle qu'elle se fait de manière naturelle dans n'importe quelle autre tâche qui implique la sémantique. Par exemple, chez des patients avec la démence sémantique que nous stimulons par la TDCS anodale et cathodale au niveau temporel, nous observons aussi parfois un effet, certes, peut-être pas sémantique, enfin, statistiquement très flagrant, néanmoins, il peut y avoir aussi des améliorations dans la tâche de dénomination suite à une stimulation cathodale. Donc, quelle est la part finalement dans ces résultats de la participation, enfin d'une tâche qui n'implique pas uniquement la réponse motrice ou le réseau moteur ou le réseau dorsolatéral, mais qui peut aussi avoir une action puisque vous boostez le système qui est interconnecté. Via les connexions du corps calleux, vous faites aussi appel à l'hémisphère collatéral. Donc, la question, est-ce que dans vos interprétations, vous tenez compte de cette distribution qui est beaucoup plus large et de l'effet potentiellement plus large et qui dépasse uniquement votre réseau que vous avez ciblé dans vos analyses? Parce que là, nous avons essayé de cibler un réseau très spécifique pour la neuroimagerie spécialement. Nous savons qu'il y a des régions qui sont voisines ou des fonctions qui pourraient venir en aide, comme vous l'expliquez. Mais nous avons ciblé ce qui se passe dans ces réseaux spécifiques qui est responsable pour les traitements phonologiques. Quelle est la réaction dans ces cerveaux sans observer ce qui se passe en dehors? Et là, il y a une question que nous avons trouvée dans la littérature aussi avec le choix de la tâche. Quelquefois, peut-être un peu un défi de trouver une tâche qui soit, disons, pure, qui n'implique pas d'autre part. Mais qu'est-ce que c'est le plus saillant dans la tâche? Et alors, nous avions comme exemple Mize, par exemple, qu'il a utilisé des tâches qui étaient des tâches sémantiques. Et alors, la partie la plus saillante de la tâche, ce qui posait le plus de travail dans la tâche, c'était la partie sémantique. La tâche, elle impliquait une production aussi. Et alors, je pensais, bon, il y a les traitements phonologiques là aussi, parce que pour produire une séquence de phonèmes, ça, c'est impliqué. Et ce qu'ils ont montré avec la neuroimagerie, c'est que le cerveau a réagi à ce qui était le plus saillant dans la tâche.
et il n'a pas réagi à la partie sémantique. Les régions qui étaient concernées avec la sémantique, elles étaient soi-disant muettes dans ces cas où ils ont ciblé avec cette tâche et avec les stimulations cérébrales. C'est dans cette base-là que nous avons travaillé, d'être ciblés dans un réseau et observer ce qui se passe, croyant que nous avons des tâches qui sont saillantes dans l'aspect que nous sommes intéressés à étudier. D'accord, merci. Et la conclusion, je trouve que je vous ai parlé en fait déjà quand je vous expliquais les résultats, que c'était les profils des résultats que nous avons observés, qui dans certains cas, nous avions une compensation plus importante que la facilitation en raison de la caractéristique de la cible par rapport à la tâche. Si c'était une tâche faiblement impliquée avec... c'était une cible faiblement impliquée avec la tâche, là, nous avions une possibilité énorme de compensation et une possibilité faible de réagir à la facilitation suite à l'estimulation anodale. Et ce type de réponse, nous avons observé dans les expériments comportementaux et dans les expériences en neuroimagerie aussi. Alors, ça va dans la même direction. C'est bien d'observer que c'est une logique qui paraît s'établir bien. Et donc, finalement, on pourrait dire la participation motrice, elle est là au traitement phonologique. Nous avons recueilli d'évidences comportementales et neurophysiologiques montrant la participation motrice et montrant qu'elle est modulée dans un réseau qui est concerné avec le langage, plus faiblement impliqué avec la perception et plus fortement impliqué avec la production. Et du côté de l'usage de la TDCS en connexion, on a montré que l'effet de la TDCS en connexion est modulé par la charge, la nature de la tâche, et ça montre une approche de stimulation dépendante de l'état du cerveau réussi. C'est vraiment important d'observer l'état du cerveau pour comprendre et pour faire ces prédictions par rapport à ce qu'on peut s'attendre avec la TDCS. Et c'est ça, c'est réussi dans cet exemple, je trouve. Et bon, pour ce que j'avais à parler sur la thèse, c'est ça. Et après, j'aurais quelques mots à dire pour les projets médicaux, je dois suivre. Est-ce que peut-être on fait une pause là et on vous pose des questions sur la partie que vous venez de présenter peut-être? Après, vous introduirez votre projet médicaux? Oui. Bon, il y a déjà eu pas mal de questions hein, au fil de votre présentation, mais il y a peut-être, voilà, on va prendre peut-être un temps là pour répondre à la question. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire hein, ou des remarques ou des commentaires? Attends, Maria. je m'enlève. Oui, non, mais toujours, j'aime bien ces discours de compensation parce que j'aime bien. Et est-ce qu'il y a je ne connais pas la littérature sur ça, est-ce qu'il y a des études sur des pathologies particulières, des gens avec AVC, je ne sais pas, est-ce qu'il y a dans la littérature des choses comme ça qui montrent que quand la zone est capote, il y a les zones qui prennent le relais? Ça commence, j'ai même fait des pilotes avec l'aphasie, par exemple, et on a observé une réponse dans l'hémisphère droit, et on observe quand on explique quelles sont les phases de récupération dans l'aphasie, par exemple, il y a de profils de récupération qui dit le mieux, c'est d'utiliser l'hémisphère gauche si possible. Il y a, dans certains cas, les régions qui sont voisines de la région lésionnée, qui, si elles peuvent travailler au lieu de la région lésionnée, il semble que c'est le mieux. Mais si ce n'est pas possible, on commence à voir en fait que la région droite, elle peut prendre les relais et travailler au lieu de la région gauche. Et si la région gauche, elle peut travailler bien,
il faut le stimuler parce que là, au contraire, la région droite, elle peut être un peu maladroite. Si la région gauche, elle a encore la possibilité de travailler. Alors, il y a de différents cas de figure et on peut observer cela, oui. Et dis-moi, pas dans la dyslexie, dans l'autisme au bas niveau, non, il n'y a pas des choses comme ça. J'ai essayé un pilote avec la dyslexie aussi. Tous les sujets, ils ont un peu de réponse dans l'hémisphère droit. Il semble que quand il y a un problème, que j'ai mis un problème, j'ai stimulé avec une inhibition, alors c'était une lésion temporaire, on va dire. Et alors, quand on met une lésion temporaire, le cerveau, il va essayer de trouver une solution rapide. Et alors, on a vu cette réaction des homologues dans le... Aussi chez les 10, parce que dans les 10, il y a l'hypothèse du corps calleux, tu vois, des choses comme ça. Tu as trouvé aussi une compensation aussi chez les 10? Chez Chez les dyslexiques. Ah, ok. Oui, oui. Ok. Mais c'est une pilote, il avait très peu de participants. Et tu l'as fait où, ça, cette étude de la pilote? Tu l'as fait où? À l'université de Birmingham, parce que c'était une partie des études, mais je n'avais pas suffisamment de temps. Oui, non, mais c'est normal. Alors, oui. Alors, je l'ai mis dans la thèse, en tout cas, mais c'était très peu pour être accepté comme une publication, par exemple. Ouais. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Moi, j'avais une petite question par rapport au matériel linguistique utilisé. Alors, c'est vrai que j'ai lu un peu de littérature sur la cognition incarnée et sur finalement l'activation de représentations motrices du langage à partir du traitement de mots ou de phrases qui finalement sont reliés à une action. Il y a eu pas mal d'études faites dans ce domaine. J'avais donc 2 questions. La première, c'est que finalement dans le réseau dans lequel vous focalisez, donc finalement, la région, du gyrus, frontal inférieur gauche et voilà la partie temporale, du gyrus, de l'hémisphère gauche. Hem, En fait, pourquoi vous n'avez absolument pas dans vos hypothèses impliqué les régions motrices et prémotrices? Puisqu'il y a quand même normalement de la motricité dans ce que vous étudiez, j'ai pas bien compris ça en fait. Pourquoi vous regardiez simplement le réseau finalement, langagier et qu'à aucun des moments vous avez évoqué finalement, les régions motrices et prémotrices alors qu'on sait, très bien dans la littérature que par exemple lorsqu'on lit ou lorsqu'on lit ou lorsqu'on entend une phrase, qui véhicule une information, liée à la motricité, hein, et voire même en plus, il peut y avoir une implication somatotopique, en fait, des régions finalement du cerveau en fonction de la partie du corps qui va être, finalement décrite dans l'action motrice véhiculée par la phrase ou par le mot, hein. Ça peut être par des verbes d'action, hein, taper avec le pied, prendre un couteau, voilà, et cetera. Mais c'est une question naïve, hein, c'est parce que j'ai été tout de suite étonné de me dire, voilà, comment on peut s'intéresser à la motricité et finalement, à ces questions, alors voilà, je pense qu'il y aura probablement aussi d'autres points qu'il faudrait un petit peu clarifier sur, cette question, donc, de facilitation et d'excitation via, enfin pour des publics non familiers, hein, via, l'anode et la cathode. Là, pour moi, ça me dépasse, complètement et je pense que je dois pas être le seul parce que c'est très spécialisé. Mais bon, au-delà de ça, hem, voilà, pourquoi vous avez focalisé que sur ces réseaux langagiers sans aucunement, parler de enfin des régions motrices et prémotrices? Ça a été vraiment un choix d'étudier un réseau langagier tout simplement et on avait l'impression que les régions motrices, elles seraient évidemment énormément engagées, beaucoup plus dans la production parce qu'il y aurait une effective articulation que dans la perception. Et alors, on a décidé de se focaliser dans un réseau de langage qui était, soi-disant,
peut-être moins étudié pour la partie qui concerne la motricité, qu'est-ce que le langage a avec une abstraction relationnée à la partie motrice de la perception du traitement phonologique. Alors, ça a été juste un choix d'étudier ces réseaux spécialisés en langage. Et, effectivement, j'ai vu des résultats, même avec les stimulations cérébrales, avec la TMS, qui c'est intéressant de voir des régions de la lèvre, des régions qui sont activées pendant la perception, en effet. Mais oui, c'était juste un choix. Pour les stimulations à bas courant, ouais, ça a été énorme parce que toutefois qu'on essayait de montrer notre étude, on devrait expliquer d'abord cette logique dans la cognition parce que c'était un outil nouveau pour moi aussi et il fallait expliquer cette logique parce que notre question reposait sur la bonne logique avec la TDCS et il avait tout un débat dans la littérature anti-TDCS en disant non, mais il ne marche pas parce qu'il y a des résultats bizarres. Et alors, nous avions tout ce travail à expliquer quelle était la logique de fonctionnement dans la cognition pour mettre là notre question et arriver à l'étudier. C'est une technique qui est dans la littérature, les gens essayent de l'utiliser pour essayer de trouver une façon de traiter, par exemple, l'aphasie, parce que c'est une technique qui n'est pas dangereuse, c'est à bas courant, et alors ils mènent des études de traitement, de réhabilitation. Ils essayent avec des différentes configurations et pour voir si ça donne un résultat ou pas. Et moi, ça m'embêtait un peu de ne pas voir exactement la logique pour bien l'appliquer. Parce que pour moi, je le voyais un peu comme, OK, on va essayer cela sans trop d'explications et on verra si ce groupe-là donnera une réponse. Pour moi, ça manquait comprendre qu'est-ce qui se passait réellement pour le faire proprement. Et ce qui se passe, les études, ils ont été faites d'abord avec la TDCS, plutôt avec de fonctions motrices qu'elles sont faciles à voir les résultats de la TDCS. Les stimulations anodales, elle est excitatrice. Quand on fait une excitation dans une région du cerveau, on va baisser le seuil pour les potentiels d'action. Et alors, si on baisse le seuil pour les potentiels d'action, c'est plus facile à le déclencher. On ne le déclenche pas avec la stimulation, mais on les rend plus faciles. Et donc, comme c'est plus facile, et les potentiels d'action, ils seront plus vite à faire, plus facile à déclencher. Et alors, c'est une logique de moins d'efforts pour arriver à bien performer une certaine tâche. Et alors, c'est pour ça que c'est la facilitation, ça sera moins d'efforts, c'est plus facile à arriver là. Et au contraire, quand on fait une stimulation avec la cathode, c'est le contraire. On va rendre le seuil pour arriver à ces potentiels d'action plus haut. Alors, c'est plus difficile à arriver là, à déclencher le potentiel d'action. C'est plus d'efforts. Et alors, la performance, elle sera pire parce qu'il faut mettre plus d'efforts pour être moins bon. Et même dans la neuroimagerie, c'est intéressant de voir localement. Quand on voit localement avec les stimulations anodales d'abord, on voit qu'il y a normalement moins d'activation que pour la ligne de base. Parce que ça veut dire moins de ressources, moins d'efforts, plus performant. Et alors, au contraire, quand il y a une stimulation cathodale, on voit en comparaison avec la ligne de base, il y a une activation plus forte, c'est plus d'efforts, plus de ressources utilisées. Alors, c'est cette idée-là qui est l'effet de la stimulation.
Et ça, cette logique, elle s'applique dans n'importe quelle fonction, mais ce qui est différent dans la cognition, c'est la réponse des réseaux. C'est plutôt cette réponse des réseaux que là, il y a d'autres parties qui pourront venir en aide, et alors c'est que c'est attendu comme réponse à soit une facilitation par l'anode, soit une inhibition par la cathode. Ça peut être différent à cause du travail des autres nœuds dans le réseau. Et là, comme on a vu tout au long de la présentation, la possibilité d'offrir cette compensation, elle va dépendre de l'engagement de la cible et de la relevance des autres nœuds dans le réseau. D'accord, merci. Alors, juste quand même pour revenir à ma question initiale là, de la relation entre information linguistique et puis motrice, il y a aussi un point qui m'a interpellé. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de la cognition incarnée, mais j'ai lu un petit peu dans le domaine là récemment sur les questions de phrases justement à représentation motrice, hein, des phrases d'action on pourrait les appeler. Et il y a des résultats qui sont intéressants, qui montrent, alors je suis d'accord avec vous, bien sûr, que en réception, en fait, de ces phrases, il y a aussi les aires motrices qui sont activées, hein, puisqu'il y a une représentation finalement motrice qui va être activée lors de la lecture de phrases d'action, par exemple. Mais un résultat, et enfin, je voulais vous entendre sur ce point, là, ça m'intéressait. Un résultat qui émerge dans certaines études, c'est que finalement, l'aire de Broca, une partie de l'aire de Broca, pas toute l'aire de Broca, mais une sous-région en fait de Broca, donc je ne sais plus si c'est 44 ou 45, enfin une des aires de Brodmann, une des sous-régions de Broca, en fait, elle serait une sorte de région amodale qui participerait finalement aux traitements moteurs qui sont véhiculés, d'informations motrices qui sont véhiculées par du matériel linguistique, indépendamment de la partie du corps finalement qui serait mobilisée. C'est-à-dire que ça soit une action motrice avec la main, le pied, la bouche, etc. Il semblerait, hein, et je mets bien au conditionnel puisque voilà, c'est quelques études qui le montrent, que Broca jouera un rôle important en fait, voilà, dans ce traitement finalement de la représentation motrice et de façon amodale. Alors qu'on voit que par contre, dans d'autres régions, notamment dans les régions motrices, il y a une représentation somatotopique, c'est-à-dire que en fonction finalement du type de partie du corps impliquée, on va voir que ce n'est pas les mêmes régions. Il semble que pour Broca, il y a une sous-région en fait qui serait impliquée de façon amodale. Qu'est-ce que vous pensez de ça par rapport à votre travail là? Parce que finalement, comme vous avez quand même dans votre réseau, là, ce que vous étudiez, il y a quand même le gyrus frontal inférieur. Donc, voilà, comment vous voyez les choses par rapport à ça? Mais c'est exactement ça. D'accord. Nous étions intéressés à cette partie coordinatrice Mhm. abstraite avant les effecteurs. D'accord. Ouais. C'est cette idée. Nous n'avons pas touché la partie de la théorie motrice pour dire ah, c'est spécifique du langage, ce n'est pas spécifique du langage. Ça n'était pas une question, mais nous avons touché cette partie de. Il y a cette région dans un réseau qui est pré-effecteur moteur. Donc, oui, c'est exactement cette idée. Nous avons travaillé avec ce nœud-là. L'électrode, il était grand, mais nous avons touché ces 44, 45, cette région. Ah oui, voilà, d'accord, ok. Oui. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres points sur lesquels vous voudriez discuter sur la méthode ou peut-être sur le matériel linguistique? Parce que pour votre tâche de décision lexicale, c'était des mots en général ou c'était des mots d'action? C'était quel type de... Parce que vous n'avez pas du tout montré d'exemple de... C'était quoi comme type de matériel linguistique, puisque c'est C'était quand même un mots point important. et pseudo-mots, pas de mots d'action, Ah, parce que d'accord. nous n'avons pas étudié que juste le mot et des phrases d'action vont amener une participation motrice. Nous n'avions pas cette hypothèse-là. Vous voyez, dans la perception, par exemple, il n'y a rien de cela, c'est juste syllabe. Même dans la présentation de syllabes, nous Oui. avions comme prédiction, il y a une participation motrice dans les traitements phonologiques. Et donc, nous n'avions... Ah oui. Ah oui. Alors j'avais juste aussi, puis après je laisserai, vous continuerez, mais j'avais une petite question, mais peut-être qu'elle est, enfin, je ne sais pas. Quand on regarde vos trois tâches là, qui sont la perception catégorielle, enfin c'est de la catégorisation, donc il faut prendre une décision finalement entre deux catégories.
Je ne sais pas si vous avez la discrimination, parce que normalement, quand on travaille sur la perception catégorielle, il y a une tâche d'identification, une tâche de discrimination, mais là, vous avez fait l'identification surtout. D'accord. Oui, Donc, seulement, ouais. voilà, d'accord, ok. Je voulais voir, voilà. Alors, donc l'identification, donc il y a une décision finalement entre une catégorie phonémique et une autre. Il faut décider, puis il y a une zone un peu intermédiaire où on hésite, c'est la frontière finalement intercatégorielle. Bon, ça d'accord. Dans la décision lexicale, il y a une décision. Par contre, dans la dénomination, il n'y a pas de décision. Ouais. Et on sait par ailleurs que les processus décisionnels, alors voilà, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même, ça implique les régions frontales et en général le cortex frontal, etc. Est-ce que vous pensez que finalement, dans ce que vous avez montré là de votre réseau et notamment dans la région, dans le gyrus inférieur gauche, est-ce que vous pensez qu'une partie pourrait être aussi, enfin, pourrait refléter finalement cette prise de décision dans certaines des deux tâches et pas dans l'autre? Est-ce que vous voyez est-ce qu'il y a des différences intertâches? C'était ça ma question. C'est-à-dire entre les deux tâches où il y a une décision et où on sait que c'est justement les réseaux préfrontaux qui sont, enfin, pas le réseau, mais les régions du cortex préfrontal, hein, voilà. Alors après, voilà, est-ce que Broca est également impliqué dans la prise de décision? D'après ce que j'ai cru comprendre, dans certaines études, il y a quand même un rôle de Broca également dans certaines décisions. Alors, est-ce que vous voyez des différences selon que vos tâches impliquent une décision, donc les deux tâches que j'ai évoquées, la perception catégorielle et l'autre, là, la décision lexicale, versus la tâche de dénomination, où là, pour le coup, sauf erreur de ma part, mais j'ai l'impression que là, il n'y a pas de décision à prendre, puisqu'on demande de lire à voix, enfin, de lire les mots. Enfin, voilà. Est-ce que, je ne sais pas, c'est purement voilà, spéculatif hein, de ma part, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une chose intéressante, là, probablement, par rapport à la notion de décision. Oui, c'est intéressant, ça pourrait être le cas, mais peut-être que ce n'est pas le cas dans ces expériences parce que les réponses pour les décisions lexicales, elles étaient plutôt nulles. Il n'a pas trop réagi et on a pensé peut-être qu'une tâche intermédiaire, ce n'est pas la bonne pour voir les réponses de la TDCS dans cette étude que nous avons fait pour voir l'engagement de la cible avec la tâche. Dans la perception, c'est plus clair que c'est faiblement engagé. Dans la production, c'est plus clair que c'est fortement engagé. Mais avec une tâche intermédiaire, c'est engagé d'une façon intermédiaire. Alors, cette caractéristique-là, il nous semble qu'il a rendu les réponses pour la décision catégorielle un peu faible, plutôt faible. Et donc, dans ces cas, je dis non, ce n'est pas une différence entre... Très bien. Ouais. C'est un bon argument. D'accord, je comprends. Très bien. Okay. Alors, est-ce qu'il y a, je vois qu'il y a Dimitri. Bah, oui, non, ça c'est une question de littérature. Oui, bien sûr. Enfin, il y a Dimitri qui demande s'il y a des références sur le rôle de Broca, justement, par rapport à ces questions de traitement sémantique, etc. Je pense que oui, il n'y a pas de problème. Il y a de la littérature qu'on pourrait vous envoyer, Dimitri Paisios, qui est dans le chat. C'est une question dans le chat. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ou voilà, n'hésitez pas, hein, parce que c'est quand même un domaine assez difficile, quoi, pour des même en psycholinguistique, c'est quand même voilà, un domaine et une technique quand même je rejoins Maria sur ce point-là. Enfin, moi, de souvenir, hein, là, je suis passé dans certains labos, on faisait ça plutôt à l'hôpital, ce genre d'expérimentation. Mais peut-être que là, vous étiez dans un laboratoire, enfin, j'allais dire tout venant de neurosciences, ou vous étiez en lien avec un hôpital pour travailler vraiment sur ces enregistrements qui me semblent quand même, qui demandent un petit peu quand même voilà, d'un certain contexte. En fait, c'était une école de psychologie, ce n'était pas lié aux recherches médicales, non. Et alors, je le faisais dans une salle toute petite, une salle expérimentale, comme on passe des expériences expérimentales normales. Parce qu'il est portatile, il avait cette licette que j'amenais dans cette salle. Quelqu'un m'a entraîné comment faire, comment mettre les électrodes. Je le faisais seule. Et je n'ai pas de formation médicale, je ne suis pas médecin, mais on suivait le protocole. Il ne faut pas engager quelqu'un qui a eu l'épilepsie, par exemple. Oui, bien sûr. Mais à part cela,
tout se passait bien. Et pour la neuroimagerie, ils ont un centre de neuroimagerie pour la recherche. Ce n'est pas lié à un hôpital. Donc, je le faisais là-bas aussi. Je n'avais pas la permission et la connaissance pour faire la neuroimagerie moi seule. Alors, il avait toujours quelqu'un qui faisait cela pour moi. Et moi, j'ai passé l'expérience avec une personne d'autre qui était responsable pour faire la partie scanner. Mais je faisais toute la partie de mettre les électrodes, de préparer les participants. Ça, quelqu'un m'a entraîné à le faire et je pouvais le faire. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou sinon, peut-être qu'on vous laisse la parole pour la suite de la fin de votre exposé, Liliane. D'accord. C'est juste brièvement, comme Mhm. vous m'avez demandé de peut-être parler très brièvement de ce qui est pensé à faire ici pour les projets médicaux. Et là, ça sera une étude électrophysiologique sur la localisation du trouble phonologique en dyslexie. Là, on aperçu, c'est l'objet, la méthode qui c'est d'utiliser la perception catégorielle avec les EEG. Et pour les EEG, les potentiels évoqués de mismatch negativity et non, bon, on commence à le discuter, c'est juste brièvement. Il y a une notion dans la littérature, il semble un consensus qu'on trouve toujours un déficit phonologique chez les individus qui ont la dyslexie. Le déficit phonologique, il est souvent trouvé, on est d'accord là, mais pour trouver exactement où se trouvent les défauts, quel est le problème relationné à ce déficit phonologique, c'est encore en discussion. Une question qui pourrait être la cause de ce déficit phonologique, une question qui se pose est, est-ce qu'il y a un problème là dans la représentation phonémique? Et donc, par rapport à la représentation phonémique, à titre d'illustration, je vous montre, je commence juste pour illustrer. Ici, dans des langues différentes, par exemple, s'il y a une différence entre un B que nous avons en français et un P que nous avons en français. Là, en français, nous avons une frontière par rapport à une certaine piste acoustique, c'est la piste relationnée à le temps que passe entre les relâchements de l'occlusive et le début du voisement. Et il y a ce temps-là qui c'est le vote. Et bon, dans ce continuum-là dans le vote, il y a des frontières possibles dans la langue pour déterminer s'il s'agit bien d'une catégorie phonémique ou d'une autre. Pour les Français, c'est la partie C que vous voyez en bas. Il y a une seule frontière, c'est une frontière aux alentours de 0 millisecondes de vote, et ça fait un B d'un côté et un P de l'autre côté. Là, phonétiquement, il est légèrement aspiré, mais en tant que catégorie phonémique, on a deux catégories, un B et un P. Mais il y a d'autres langues, par exemple, où nous avons 3 catégories phonémiques dans ces continuums. Il y a ce que nous entendons en français en tant qu'un B. Il y aura ce qui, pour nous, c'est un P, mais là, dans cette partie de P, il y a un P qui est énormément aspiré et il y a un autre P qui c'est aux alentours de 0 millisecondes, qui c'est un peu plus, soi-disant, sèche. Donc, 3 catégories phonémiques. Et en anglais, un autre exemple, il y a 2 catégories phonémiques, comme il y a en français, mais la frontière, elle se trouve dans une autre part. La frontière se trouve entre un P qui est énormément aspiré, en tout cas en début de mot, et une autre réalisation qui correspond soit à un peu sèche, soit à une réalisation plus proche de ce qui est un B prototypique pour nous en français. Donc, ici, pour vous montrer qu'il y a un continuum dans une certaine piste acoustique et on met là une frontière, nous avons une région de la frontière qui va faire des catégories phonémiques différentes.
qu'est-ce qui se passerait avec la dyslexie selon une hypothèse qui a une relation avec un trouble de la représentation phonémique? Qu'est-ce qui se passerait? C'est que il semble, au moins pour le vote, pour cette piste de vote, il a été trouvé déjà, que chez les dyslexiques, ils ont plus de frontières que les gens sans dyslexie, elles ont. Et donc, si nous avons 2 frontières en français, par exemple, les Français dyslexiques, ils auront 3. Et donc, ça ne correspond pas au nombre de frontières phonémiques que nous avons et ça pose problème parce qu'ils ont une frontière de plus. Ça, juste pour vous donner un exemple. Ici c'est un graphe de la discrimination entre sons, que c'est une tâche typique de la perception catégorielle qu'on discutait plus haut. Donc, pour la discrimination, quand c'est dans une catégorie donnée, la discrimination, elle est plutôt à 50%. Et quand c'est entre catégories, là, on fait une discrimination plus importante entre 2 sons différents. Donc, normalement, qu'est-ce qui se passe dans notre cas, ça, c'est un exemple d'un continuum entre do et to. Et dans le cas du français, il y a une seule frontière, une frontière qui fera la différence par rapport au vote entre un D et un T. Là, c'est marqué avec la flèche en rouge, que c'est où se trouvent typiquement les pics de cette courbe-là de discrimination pour de et te en français. Mais ces graphes-là, c'est un graphe de la dyslexie. Et vous voyez, il y a le pic, qui c'est le pic typique des personnes qui n'ont pas la dyslexie, mais il y a un autre pic. Et il y a un autre pic plus ou moins de la même taille, et ça indique que les dyslexiques, ils ont une autre frontière aussi. Alors, ils ont 2 frontières. Ça, c'est un exemple d'un trouble de la représentation phonémique. C'est cette perception qui, les auteurs, ils vont dire que c'est la perception allophonique, parce que nous pouvons avoir d'autres réalisations qui c'est des réalisations qui vont changer par rapport au contexte, mais pour notre perception linguistique, il ne s'agit pas d'un phonème différent. On les produit différemment par rapport au contexte, mais on ne les perçoit pas en tant qu'une catégorie phonémique différente. Et là, pour les dyslexiques, apparemment, ils vont percevoir ce qui pour nous, c'est juste du bruit, c'est juste une variation par rapport au contexte, ils vont le percevoir en tant qu'une catégorie phonémique différente. Et ça poserait problème. Une autre question qu'on se demande est, est-ce que peut-être le déficit phonologique est dû à l'accès aux représentations? C'est un trouble de l'accès? Bon, ça pourrait être le cas. Je reviens à l'exemple que je viens de vous montrer. Là, les premiers graphes, c'est le même que je viens de vous montrer. Et si vous comparez les premiers graphes avec le deuxième graphe, c'est un graphe de contrôle et les premiers, c'est le graphe de dyslexique. Si vous comparez le pic qui correspond au pic de contrôle, que c'est aux alentours de 10 millisecondes de vote, et il est plus bas. Et donc, il semble que la discrimination, même si elle est dans la même frontière, si la frontière, elle correspond, et la discrimination, elle est plus faible. Là, pourrait commencer à indiquer un trouble d'accès aux représentations. C'est pas très facile à discriminer, même si la frontière, c'est la même. Une autre question par rapport à l'accès, ça pourrait être une question du poids qu'on met sur la piste acoustique. La piste acoustique qui va nous aider à identifier qu'il s'agit bien d'une catégorie phonémique ou d'une autre. Ici, j'ai juste mis un exemple de ces pistes acoustiques dont je parle. Ici, c'est un exemple pour faire la différence entre S, ça et ch, de chat. Vous avez 2 graphes.
les premières graphes, c'est pour chat. Le deuxième graphe, c'est la première partie du premier graphe, c'est pour chat. Et la première partie du deuxième graphe, c'est pour ça. Là, dans cette première partie, je vous montre 2 pistes qui peuvent être utilisées pour identifier qu'il s'agit bien d'un chat par rapport à un ça. Là, la toute première partie du premier graphe, c'est les bruits. Et là, nous avons une concentration d'énergie, c'est l'intensité. Il y a une région des fréquences où il y a une concentration d'énergie importante. C'est la région du bruit. Si on compare chat avec ça, la concentration d'énergie, elle est plus grave dans le chat que dans le ça. Ça donne une piste pour faire une différence entre chat et ça. Une autre piste possible, disponible, c'est la transition formantique, pardon. C'est la transition formantique. Et là, dans cette étude, ils ont manipulé la transition de formant numéro 2 et la fréquence où les formants 2, ils commencent est différente entre un phonème et l'autre phonème. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à la question du poids sur la piste acoustique? C'est qu'elle change entre groupes. Et il y a quelques études qui ont montré qu'il y a des groupes qui ont été comparés et la piste, les poids qu'on met sur la piste, elle change. Dans cette étude en particulier, ils ont comparé des enfants et des adultes. Ils ont vu que les enfants de plus de 4 ans, alors avant 4 ans, ils n'aimaient pas les poids sur les bruits. Les adultes le font, mais les enfants pas. Et donc, pour vous montrer qu'il y a une différence entre groupes, pour vous rappeler que les adultes jeunes, ils sont la référence en tant que le locuteur de la version la plus stable de la langue, des stratégies les plus sophistiquées possibles. Et si on compare avec les enfants qui sont encore en train de développement, on pourrait dire ils ont une stratégie que ce n'est pas la plus sophistiquée, pas encore. Et alors, dans cette logique, on pourra penser, est-ce que peut-être ça se passe avec le dyslexique? Est-ce que peut-être ils n'ont pas la bonne stratégie pour saisir l'information acoustique, pour les aider à définir, à catégoriser les sons en tant que phonèmes? Ça pourrait être une question à investiguer pour savoir si c'est là que se trouve le problème d'accès aux représentations. C'est une piste possible. Et finalement, on se demanda peut-être que les individus avec la dyslexie, ils auront un trouble dans les 2 domaines, dans la représentation et aussi dans l'accès aux représentations. C'est possible. Finalement, nous allons utiliser la perception catégorielle et les EEG, les potentiels évoqués, les mismatch negativity et les N1, ça, on commence à discuter. Et là, juste pour vous donner un exemple, c'est N1, dans cet exemple, il est utilisé avec un paradigme d'atténuation. Et alors, ils ont testé des stimuli qui s'agissaient entre un continuum entre E et I. Il y avait des voisins, comme je vous ai expliqué, dans un continuum, et il y avait quelques voisins qui croisaient une frontière phonémique entre E et I. Et il y avait des stimuli voisins avec un même écart entre les voisins, des voisins dans une même catégorie phonémique, des voisins croisant une frontière phonémique et des stimuli qui étaient tout à fait identiques. Et ça, ces potentiels évoqués, il est plutôt pour mesurer la capacité, la discrimination auditive. Il n'est pas biaisé linguistiquement. Ils ont vu que pour les stimuli identiques et pour les voisins, soit dans une même catégorie phonémique, soit croisant la frontière phonémique, ils sont interprétés auditivement de la même façon. Alors, la réponse, elle est la même pour ces différents types de stimuli. Mais par contre, quand on voit les mismatch negativity,
il n'est pas un potentiel pour la discrimination auditive, il est biaisé par des catégories sensorielles, comme la catégorie phonémique qu'on apprend. Et là, on verra une différence. Ce paradigme qui a été utilisé dans ces cas, c'était un oddball. Alors, ils ont présenté les stimuli qui étaient égaux et après, ils ont présenté un déviant. Ce déviant, si ce déviant était un stimuli dans une même catégorie phonémique, la réponse était faible, presque nulle, mais si le déviant appartenait à une autre catégorie phonémique, là, la réponse a été importante en tant que détection d'un déviant, d'un stimulus qui est différent des stimuli précédents. Là, vous voyez la réponse, la courbe bleue, elle est moins importante que la courbe en rouge. La courbe épaisse rouge, elle montre une réponse importante quand le déviant, il appartient à une catégorie phonémique différente par rapport aux stimuli précédemment présentés. Et donc, pour nous, on pourrait travailler avec ces potentiels évoqués pour étudier si la perception auditive entre contrôle et dyslexie, elle est comparable, elle est similaire ou si elle est différente. Il y a quelques études qui vont dire que la perception auditive chez les dyslexiques, peut-être elle est plus fine, alors peut-être qu'ils seront capables de détecter une différence quand pour les contrôles, la différence n'est pas évidente. Et alors, ça, on verrait avec le N1, par exemple. Et on pourrait aussi étudier avec les mismatch negativity si les frontières phonémiques entre contrôle et dyslexie, elles sont les mêmes. Si elles sont les mêmes, si la réponse elle est plus faible chez les dyslexiques, s'il a une difficulté à détecter la même catégorie phonémique, ou s'il y a d'autres catégories phonémiques chez les dyslexiques qu'il n'a pas chez les contrôles. Et finalement, l'idée de pouvoir sur la piste acoustique pour détecter une catégorie, cette idée, on pourrait l'utiliser avec des continuums différemment manipulés par rapport à la piste privilégiée pour voir si cela change les profils de réponses qu'on a observés auparavant. On comparerait des continuums avec des pistes différentes manipulées pour voir si ces profils de réponses avec le mismatch negativity et le N1, ils changent ou pas. Bon, c'est ça que j'avais présenté très brièvement pour les projets et ça, ce sont les références. Merci, Liliane. Écoutez, il nous reste un peu de temps là encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques en général sur toute la présentation, enfin les présentations ou sur cette dernière partie là de votre projet? Donc, est-ce qu'il y a des remarques ou des points de précision? Bon, j'ai une petite question pour animer un petit peu le débat. En fait, à aucun moment, mais bon, voilà, on ne peut pas tout faire dans toutes les études, vous n'avez parlé d'un point qui est important actuellement dans toutes ces questions, finalement, dans la compréhension du langage ou la discrimination, c'est la variabilité interindividuelle. Est-ce que, et a fortiori, quand on se lance dans un projet comme celui sur la dyslexie, par exemple, est-ce que vous avez déjà un peu réfléchi à ça, ou même par rapport à vos études antérieures, est-ce que la notion de variabilité individuelle, notamment pour parler assez généralement dans l'implication des réseaux, on sait que finalement, parfois même dans un état de repos, un réseau peut finalement avoir des comportements finalement d'activation qui peuvent varier d'un individu à l'autre. Est-ce que c'est un facteur qui vous semble intéressant à prendre en considération dans vos études en général?
et en particulier pour l'étude là, sur un dysfonctionnement, un trouble du langage comme la dyslexie. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faire sens, hein, de s'intéresser à la variabilité interindividuelle? Oui, la variété est toujours un souci si ça va interférer dans nos résultats. Mais d'abord, on essaye de voir les groupes les plus homogènes possibles. Ça commence à répondre d'une manière plus générale. On essaye de les avoir de la façon la plus homogène possible. Alors, on a quelques éléments pour contrôler les groupes, pour essayer de le faire d'une façon homogène. La variation, elle existe, mais il y a une limite aussi. Il y a des réponses qu'elles sont fortes par rapport à certains phénomènes, et alors on se base sur cela pour croire que la variabilité intersujets ne sera aussi importante que la variabilité causée par le phénomène lui-même. Alors, si le phénomène il est fort, peut-être que le profil des réponses il sera plus important que la possible variabilité entre sujets. Et en tout cas, il y a de ressources statistiques qu'on essaie d'utiliser aussi, la variation aléatoire des sujets qu'on met dans les calculs statistiques pour essayer de rendre en compte cette variation qui existe dans les analyses, pour essayer de les mitiguer un peu dans les analyses. Il y a des ressources dans des différents niveaux qu'on essaye de les appliquer pour réduire cette possibilité d'interférence. Mais je crois que la question, c'est pas tant de la réduire, hein, c'est de la comprendre, parce que là, enfin, la réponse, elle est intéressante, ce que vous apportez, qui est une réponse expérimentaliste, en fait, c'est-à-dire méthodologique. Bien sûr qu'on essaie de limiter au maximum et de, finalement, je dirais, d'homogénéiser, notamment par une étude de groupe, hein, dans une approche expérimentale. Mais non, la question, c'est plutôt vraiment finalement, de s'approprier, d'essayer d'analyser, finalement, les variations interindividuelles, mais comme un facteur explicatif de certains comportements langagiers, de compréhension, d'acquisition. C'est autre chose, hein. C'est pas du tout, c'est pas la variation pour l'homogénéiser, parce que on sait qu'il y a des variations et on sait quand on est expérimentaliste, c'est quelque part une des premières choses qu'on essaie de maîtriser entre guillemets au plan expérimental. Non, c'est pas la question. La question, c'était plutôt en termes de finalement dans quelle mesure on peut finalement utiliser et comprendre cette variation, alors qui peut être une variation interindividuelle ou des variabilités. Là, par exemple, tout à l'heure, vous avez évoqué la dyslexie. On ne peut pas parler d'un dyslexique en général. Il va y avoir des dyslexiques qui vont être plus ou moins, et je pense que Maria, qui est bien plus spécialiste que moi sur la dyslexie, ne va pas me contredire, selon l'âge, selon le type de remédiation que vous avez eu, on ne peut pas parler des dyslexiques en général. Et votre schéma qui est très joli, c'est un schéma théorique à mon sens, parce que la discrimination avec deux pics comme on la voit là, c'est-à-dire en effet finalement probablement au niveau acoustique chez les dyslexiques un certain comportement intracatégoriel, vous l'obtiendrez peut-être pas nécessairement en fonction, enfin chez tous les dyslexiques en fonction finalement de la remédiation qu'ils ont eue. Donc c'est ça en fait que j'ai essayé de dire peut-être de façon maladroite, parce que là, vous avez interprété par rapport à l'approche expérimentale. Non, ce que j'ai essayé de dire, c'est d'essayer justement, et vous avez employé un mot qui me semble important, c'est le mot profil. Il y a des profils de locuteurs, des profils d'apprenants, des profils finalement de cerveau aussi différents. Je vous donne un tout petit exemple. Là, je m'intéressais récemment, j'ai fait un petit peu une revue de questions sur les questions d'acquisition de vocabulaire dans une langue seconde dans les études d'IRM fonctionnel et d'IRM structural. Et ce qu'on voit, enfin certaines études, alors ce n'est pas dans toutes les études que ça a été démontré, mais certaines études montrent que bien avant un entraînement à l'apprentissage, chez vous savez, des paradigmes d'entraînement, à l'apprentissage de mots, de vocabulaire d'une langue seconde, parfois bien avant l'apprentissage, bien avant l'entraînement, il y a déjà des variations sur les régions cérébrales qui sont plus ou moins activées, les régions langagières, selon les participants. Donc, ce qui est une hypothèse qui est en discussion, à savoir s'il y aurait finalement des réseaux qui sont finalement en termes langagiers, là, notamment, qui varient en termes d'activation chez les participants. Et après, bon, on pourrait discuter de toutes les conséquences que ça pourrait avoir en termes d'acquisition après du langage, hein, d'une langue seconde, par exemple. Voilà, c'était ça plutôt qui m'intéressait en termes de variation. Et Maria, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour les dyslexiques, là, pour en revenir à la question, je
t'ai vu un peu hocher la tête tout à l'heure quand, quand Liliane a commencé par la phonologie. J'ai pas osé, mais j'ai vu que... Alors, j'ai pas su si c'est que tu étais d'accord ou étonné. Voilà. Non, bon, Liliane, c'est très bien comme projet. Bon, j'ai dit que je connais rien sur ces choses-là que tu as présenté. Mais c'est très bien que tu y crois parce que je pense que tu arriveras. Mais j'ai pas mal de questions. Par exemple, la dernière étude là, de Silva, est-ce qu'il a fait ça chez les 10 ou pas? C'est-à-dire, je pense que... Non, c'était juste un exemple pour la méthodologie, illustrer la méthodologie. Ok, fine. Mais je pense qu'on dyslexique de 20 ans, parce que tu vas prendre, je pense, des adultes, donc, hein, il a fait plein de rééducations, il a fait plein de... Il y a des histoires terribles derrière lui, pour lesquelles ces jolis résultats que tu suggères de trouver, je pense que, bon, je ne sais pas, c'est difficile de trouver vraiment cette chose-là. Un peu d'accord avec Fred, qu'est-ce qu'il a dit, qu'il n'y a pas une dyslexie typique. Bon, après, moi, je ne défends pas du tout le déficit phonologique pur. D'ailleurs, ça, la chose que tu montres, toi, c'est un déficit auditif, donc ça colle plus avec l'hypothèse de Talal plutôt que l'hypothèse phonologique pure. Tu n'es pas d'accord avec ça? Mais la partie de détecter des catégories phonémiques, ça colle avec la phonologie. Bah, c'est un déficit auditif. Tous les trucs, je ne connais pas du tout, hein, donc je t'assure, je ne connais pas cette histoire. Mais le truc de B, P, ok, c'est phonologique aussi, mais aussi l'hypothèse, c'est-à-dire si tu lui fais dire lentement les choses, c'est-à-dire c'est vraiment l'hypothèse de Talal, ça? Non, tu ne trouves pas? Dire lentement. Talal, l'hypothèse d'un déficit auditif, donc selon la fréquence des mots que tu lui demandes de lire, il y a une réponse différente. Bon, peu importe. Oui, mais ça, par rapport à vous disiez d'utiliser des mots différents. Ah non, je dis rien, moi. Je connais pas. Non, je dis rien. J'ai dit l'hypothèse, c'est-à-dire, tu as commencé avec l'hypothèse phonologique. Oui. Fine. Ce n'est pas seulement l'hypothèse phonologique. Oui, il y a d'autres explications possibles pour la phonologie. Pour la dyslexie, oui, mais il me semble que la plus fréquente chez tous les dyslexiques, il y a reste mollo. Bon, ça dépend. Oui, ça dépend avec qui tu parles. Donc, en France, oui, tu peux dire ça parce que Frank Ramon Dorset, mais c'est pas tout à fait, hein, donc, c'est pas tout à fait vrai. Mais bon, n'importe. Le problème, c'est vraiment... je pense que tu dois faire vraiment attention à qui tu vas demander de faire sujet, c'est-à-dire quel dyslexique tu prends, parce que mon avis, c'est pour les enfants, fine, tu peux voir, surtout que tu as dit que l'enfant, il a le cerveau en développement, donc c'est sûr que tu peux trouver des différences là, mais pour un adulte qui a fait qui s'est adapté lui-même, surtout un adulte qui est à la fac, le dyslexique à la fac, c'est vraiment des petits... Moi, j'ai peur, je t'ai dit sincèrement, que tu vas chercher la petite bête et que la petite bête, it's very difficult to sortir la petite bête. Bon, je ne sais pas, hein, mais je t'assure, je ne connais pas du tout cette recherche, donc je n'ai pas aucune expérience en phonologie, moi. OK. Mais bon, peut-être sélectionner vraiment des sujets qu'ils ont, je ne sais pas, dont la rééducation phonologique, il n'a rien donné. Je ne sais pas. Oui, voilà, il faudrait peut-être avoir vraiment prendre comme variable dimensionnelle différents marqueurs, par exemple, le nombre d'années de rééducation, de remédiation, la remédiation, avec des tests aussi vraiment comportementaux de lecture, de compréhension, pour avoir vraiment des indicateurs que vous pourriez mettre en corrélation après avec vos données neurophysiologiques, par exemple, de discrimination. Parce que c'est vrai que sinon, c'est vrai que c'est des différences quand même assez fines, hein, notamment pour la N1. Là, alors, je ne sais pas si c'est ce que Maria veut dire par rapport à purement auditif, parce que par rapport à la N1, c'est bien acoustique, hein, c'est ça, c'est auditif, la N1. Donc, c'est auditif, c'est ça, tu vois. C'est bien ça. Il me semblait que vous faisiez la différence, mais j'ai peut-être mal compris, hein, mais du coup, ça va dans le sens un peu de ce que dit Maria. J'ai cru que vous nous montriez quelque chose avec la N1 qui est supposée être une composante qui reflète quelque chose d'auditif.
Et puis la MMN, en effet, qui reflèterait plutôt un traitement où je ne suis pas complètement d'accord non plus avec vous, parce que la MMN, je suis bien d'accord qu'elle reflète en fait des variations, enfin des discriminations de catégories phonémiques, mais on peut aussi obtenir une MMN en psychoacoustique pure. Ça, c'était dans la littérature, et on le sait bien que justement, on utilise plein en fait, au niveau méthodologique, on fait très attention pour toujours, quand on veut démontrer qu'il s'agit bien d'une variation phonémique qui est reflétée par une MMN, on essaie justement d'éviter que les participants traitent au niveau acoustique, enfin psychoacoustique. Ouais. Donc on utilise différents locuteurs, vous comprenez, on fait beaucoup de variations pour que quelque part, avec la MMN, on soit certain que c'est bien quelque chose d'abstrait qui a été extrait dans le traitement, et pas uniquement quelque chose de psychoacoustique. Donc, bon, déjà, je n'étais pas complètement d'accord par rapport à ce que vous disiez sur la... Mais ça, c'est un détail. C'est mon inexpérience avec les... Non, mais c'est pas une critique, c'est simplement, en vous écoutant, j'ai pensé à ça. En revanche, ce que dit Maria, je suis d'accord avec... On a peut-être mal compris, il m'a semblé que la N1, vous disiez que c'était vraiment auditif. Enfin, redites-nous peut-être avec la N1, ouais. La N1 auditive pour la partie d'accès aux catégories phonèmiques. C'est un trouble auditif qui va empêcher l'accès à... Oui, c'est la partie accès. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'il y a des études en littérature chez les 10 et jeunes et adultes? T'as des infos sur ça? J'ai pas trouvé pour le moment, mais j'aime pas chercher beaucoup. À ce stade. Parce que peut-être il faudra voir un peu, tu vois, pour avoir des pistes dans la sélection des patients, dans le screening des patients, et voir un peu les hypothèses que tu peux faire. Je sais pas. Mais c'est joli, hein? C'est bien. En plus, tu es convaincu de trouver des choses, donc c'est déjà bien. Tu pars avec le bon pied. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques Voilà, je trouve que c'était déjà très riche, hein, on a appris beaucoup de choses. Et alors peut-être que voilà, il y a encore 21 participants. Est-ce qu'il y a parmi les étudiants de master, est-ce que vous avez des questions ou des remarques voilà, par rapport à, puisqu'il y a eu un cours de dyslexie justement l'année dernière, enfin pas l'année dernière, au semestre précédent. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous avez entendu en général ou des points de précision? Bon, comme ça a l'air... Maria, tu n'as rien d'autre à ajouter ou non? Pour le moment, ça va? Je pense, Liliane, on va vous remercier. Merci beaucoup pour votre présentation parce qu'elle était vraiment très intéressante. Votre projet a l'air tout à fait passionnant, ce que vous comptez développer là à Modico. Voilà, de toute façon, si on avait des questions, on peut toujours vous contacter, vous écrire, hein, ou comme il y a un des étudiants ou un des collègues, je ne sais pas, il y avait juste un nom qui demandait quelques références bibliographiques. Je pense qu'on peut vous écrire directement peut-être pour avoir les informations. Et donc, merci à toutes et à tous et je vais vous souhaiter donc une bonne fin de journée. Merci beaucoup à Liliane. Merci à vous. Voilà, pour votre présentation. Et donc là, vous allez commencer, on espère peut-être assez prochainement sur la plateforme expérimentale, en fait, le projet là, dont vous parlez. Oui, on devra les discuter parce en que discuter. Un tout début, il faut discuter un peu. C'est très bien. Voilà, on pourra peut-être en parler par conséquent avec Maria, peut-être, hein, dans la boucle là, sur le projet dyslexie, ça pourrait être intéressant. Puis avec Caroline Boghiotti, qui vous prie de l'excuser. Caroline, qui est responsable de l'équipe psycholinguistique, elle n'a pas pu venir, mais je pense qu'elle vous a écrit, hein, j'ai vu. Elle a eu un problème familial de dernière minute, donc elle s'excuse, elle voulait vraiment vous écouter, mais elle a été rassurée puisqu'on a fait un enregistrement là qui a été voilà, donc elle va écouter l'enregistrement et je pense qu'on en parlera peut-être tous les quatre avec Maria et Caroline de votre projet dyslexie EEG, ça sera intéressant. Voilà. Ok, merci à toutes et à tous et puis donc dans un mois, mais vous recevrez les informations concernant le prochain séminaire de l'équipe psycholinguistique. Voilà, merci. On peut peut-être rester juste, Maria, encore une seconde, j'avais quelque chose à te demander. Et Liliane, peut-être, si vous voulez rester, il n'y a pas de problème, ou d'autres, hein, mais voilà. Il y a une question, je pense. Non, voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est le chat qui se met en route. Voilà.
Oui. Mais les gens vont déconnecter progressivement. Ouais, voilà. Vous pouvez juste rester une seconde, Liliane, avec nous? Oui, oui. Ouais, voilà. Petit à petit, oui. En fait, il y avait quand même, vous avez eu beaucoup d'auditeurs, il y a eu 28 auditeurs là en tout. Enfin, il y avait pas mal de personnes connectées ce matin. Là, il y a encore quelques personnes. Bon, après, parfois, les gens oublient donc, il y a Camilla. Bonjour Camilla. Je vois des noms passer en fait. Voilà. Non, mais c'est intéressant votre hypothèse là. Alors par contre, ça veut dire qu'il faudrait trouver des dyslexiques là finalement. Et quand nous avons parlé, d'abord, vous avez mentionné qu'il avait une personne qui travaillait en ce moment, il me semble, je ne sais pas, avec les recrutements de dyslexie. Oui. Alors, il y aurait une source potentielle pour trouver les participants.